Yeah yo yo, YouTube est de retour, Twitch aussi, évidemment. Ah, je viens de voir ce qui se passait avec le live de Wankill et de comprendre quelques tweets que j'avais vu passer cette semaine. Là, ils font un JDR Wankill Dead avec Magla et Feldup. Et ces idiots, ils avaient oublié de les prévenir il y a 5 jours que c'était ce jour-là le live. Donc forcément, quand tu fais un live avec des invités, c'est mieux de prévenir les invités qu'il faut venir ce jour-là, sinon après ils peuvent pas venir. Allez, on est parti pour la partie critique et règle de la semaine. Alors, pour le coup, c'est pas vraiment le cas, mais c'est pas non plus l'action manga plus. Donc, c'est la deuxième partie du live où on fait plus de choses aléatoires. Et non pas l'aléatoire, parce que c'est un jeu Star Fox. Chainsaw Man, épisode 120, triangle. Sans doute pour le triangle amoureux. Ou alors parce qu'il y a quelqu'un qui va jouer le triangle dans le fond. Un et deux. Waf waf. Waf. Yahahaha. Waf waf. Nayuta, qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai transformé en chienne. Pourquoi? Parce qu'il a étalé sa baffe sur ce qui m'appartient. Moi, j'appartiens qu'à moi. Tu vas immédiatement la rechanger en humaine. Je peux pas, j'ai trop faim. Pas moyen. Hein? Bon, je vais me préparer un truc, mais après manger, tu pourrais lui rendre son humanité. Pigé. Grouille-toi d'avaler ça et de tout remettre d'équerre, sérieux. Patouche, c'est mon miam. Vilain, vilain. Dis, t'es sûr que c'est une bonne idée de la rechanger en humaine? De quoi? Réfléchis un peu. Toutes les filles que tu rencontres essaient de te tuer, pas vrai? Qu'est-ce qui te fait penser que ce toutou-là ne fera pas pareil? Sur quoi je me base? Je sais trop rien, une impression. Bof, après tout. Quoi qu'il arrive, tu ne mourras pas. Alors c'est d'accord, je lui rends ses conditions humaines. Mais à deux conditions. Si tu ne les acceptes pas, elle restera un chien toute sa vie. Annonce la couleur. D'abord la première, c'est qu'à partir de maintenant, j'aurai tous les jours droit à une glace. Si j'y ai droit aussi vendu. Et la deuxième, c'est que dorénavant tu coupes les ponts avec elle. Hein? Crois-moi, tu ferais mieux de t'éloigner de cette fille. Elle dégage une sale odeur. Une sale odeur? Genre une odeur de chien mouillé? Ça, c'est une bonne odeur. De toute façon, tu coupes les ponts. Moi, je m'occupe de triturer sa mémoire. De se souvenir aujourd'hui, tu lui auras posé un lapin. De quoi? Mais si tu fais ça, elle va me détester. Et alors, tu t'en fiches? Non, puisque tu coupes les ponts. D'accord. T'as gagné, Nayuta. Personne ne compte plus que toi. Le soleil commence à se coucher. Il faut se rendre à l'évidence, il nous a posé un lapin. Au fond, peut-être bien que tu ne l'intéresses vraiment pas. Même si là, quand même, il avait l'air d'en passer pour toi. On ferait peut-être mieux de choisir une nouvelle cible. Il m'a sûrement oublié, trop insignifiante que je suis. Mais à vrai dire, je m'en moque. De toute manière, mon seul but en acceptant de le revoir, c'était de l'avertir de ne plus m'approcher. Je n'avais aucune envie de dépenser de l'argent. Et puis je voulais étudier aussi. Alors, au contraire, s'il m'a oublié, ça m'arrange. Je reconnais que l'espace d'un instant, j'ai eu le désir de sentir un peu de chaleur humaine, mais il s'agissait probablement d'une simple réaction physiologique provoquée par un enfermement prolongé en compagnie d'un individu du sexe opposé. Mon véritable objectif est de terrasser Chainsaw Man pour retrouver le contrôle plein et entier de mon corps. Alors je n'ai aucunement l'intention de me focaliser sur Denji. D'ailleurs, selon ma théorie personnelle du bonheur, il est beaucoup plus simple de s'accomplir seul, si tu le dis. À quoi est-ce que je joue là? Ma seule préoccupation, ça devrait être de récupérer mon corps. Tout va bien? Hein? Comment ça, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'ennuie. Dans ce cas, ça te dirait de passer un peu de temps avec moi? J'ai encore oublié son nom. C'est le mec qui était à la première partie et dont j'avais oublié son nom. Ouh, ouh. Yoshida, bien sûr. C'est vraiment le pire personnage du monde, il a jamais rien fait, mais ça fait 4 fois qu'il vient maintenant, alors que la dernière fois ça faisait qu'une fois. Oui. C'est une image, elle lui parle dans sa tête. Elle a pas vraiment physiquement ça, c'est pour que nous on se rende compte qu'elle est contrôlée.
Ah, parce que vous l'aimez bien? Ah, c'est un peu long, les gars. C'était au tiers. La petite, elle est méchante juste parce qu'elle est méchante et qu'elle veut Denji rien que pour elle. Du coup, elle dégage Asa. C'est un peu dommage parce que bah, franchement, trouver Asa et Denji sont peut être intéressants. Je pense qu'il aura quand même lieu, juste pas maintenant, évidemment. Sinon, ça va servir à rien. Et du coup, elle va se faire battre ce Yoshida. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non, parce que bah, j'avais oublié que c'était qui était dans la première partie, qu'on la verra pas dans la deuxième. Et j'avais oublié son nom, forcément, du coup, j'ai oublié qu'il était apparu. Et ça fait deux fois, à chaque fois que j'oublie comment il s'appelle dès qu'on le revoit. Parce que bah, le personnage n'a jamais rien fait, n'a jamais rien été, donc forcément, bah, tu peux pas le retenir en fait. Voilà. J'ai lu 4 mangas cette semaine. Je vais donc en parler maintenant. Hop là, on passe en partie manga. Hi. J'ai lu tout d'abord Les Enfants d'Hippocrate, tome 6. C'est un peu mitigé. J'aime toujours beaucoup le fait que ce soit très humain comme manga. Forcément, on suit une bande de médecins, de personnel hospitalier dans un hôpital pour enfants. Et du coup, forcément, il y a des histoires touchantes liées aux enfants. Il y a des histoires touchantes liées aux familles de ces enfants, des histoires touchantes liées à cette équipe médicale et des histoires touchantes liées à leur famille. Donc ça fait finalement beaucoup d'histoires touchantes qui peuvent aller dans tous les sens, dans beaucoup de sujets différents. Et des fois, bah, c'en est tellement que bah, il n'y a pas grand-chose qui avance réellement non plus. C'est un peu le cas de ce tome. On a des bonnes choses, mais pas de réelle avancée, donc bah, c'est sympa, mais ça fait que c'est un peu long. On a la fin de l'histoire de l'aide qui est là juste pour parler aux enfants, les mettre plus à l'aise et tout ça. Et bah, c'est une conclusion classique, même s'il est un peu touchante au niveau personnel pour elle. Mais j'aime beaucoup le duo qu'elle forme avec notre personnage principal sur la couverture. Je parle évidemment du train avec une tête de chien. Non, c'est mal cadré. Euh, c'est mieux. Oui, hop. Quoi d'autre? Bah, il y a un peu l'histoire familiale qui semble se lancer forcément. J'allais dire, ça fait 14 tomes qui nous disent que ça va se lancer, mais non, il y en a un peu. On a les deux frères qui sont séparés, qui le vivent très différemment et un peu très mal tous les deux. Mais surtout le grand frère qui reste avec le père, que bah, c'est pas forcément ce qu'il veut, qui est plus ou moins obligé de l'aider de devenir médecin pour récupérer la famille qui lui manque terriblement et sa vie d'avant. Donc c'est quelque chose de très dramatique sa vie et je comprends pourquoi il est un peu dur avec tout le monde. Et je comprends qu'il aura face à son frère qui est plus tranquillou avec ses petites chaussures de crabe. Gueule que sont des animaux, hein. Crabe ça. Grenouille. Donc il y a des belles choses, hein. Mais c'est peut-être un peu lourd dans l'ensemble. Platanas Nomi, bien sûr, qui a 7 volumes au Japon. Donc bah, pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Ce n'est évidemment le personnage principal avec un chapeau grenouille. Et des chaussures grenouilles de face. Et voilà, donc l'auteur a fait Bateau de Thésée que je conseille très largement et Enfant d'Hippocrate. Donc pas une carrière très fournie, mais une carrière très réussie. Et c'est quand même plus important de privilégier la qualité à la quantité. Regardez, moi tout ce que je fais sur Internet depuis 2017, j'ai clairement privilégié la qualité. Ensuite, j'ai lu le volume 8 de Fortnite, le jeu vidéo là, de Fortnite of the Apocalypse. Et là aussi, c'est très mitigé parce que c'est terriblement lent et que tu vois pas de réelle avancée d'une piste globale qui pourrait être intéressante. Et c'est terriblement dommage. Parce que là, on est enfin à Lyonesse. Il y a tous les Fortnite qui sont rassemblés. Et pourtant, tu as aucune idée de où ça va, de quels sont les fils rouges, de qu'est-ce qui se passe au global dans le truc. Et c'est très perturbant. Parce qu'au final, ils se battent un peu entre eux pour se juger, pour se jauger, parce qu'ils sont pas forcément d'accord sur certains points, tous les quatre. C'est un peu moins intéressant, je pense, d'avoir une équipe de 4 plutôt qu'une équipe de 7. Mais j'aime beaucoup le dernier, le dernier Knights, qu'on voit pas dans ce volume-là, qui a une personnalité plutôt
agréable, je pense, qui peut être très intéressant parce qu'il est très mystérieux, comme le célèbre catcheur, très mystérieux avec son masque là. Et j'enchaîne les bonnes blagues ce soir, non? Non. Euh... C'est du coup, je me déconcentre de dire des conneries comme ça. Ah, est-ce que je suis drôle? Et je parle pas du géant à quatre bras, hein, qui a entraîné Diane. Ah merde. Et ensuite, on a encore un même combat contre le même cavalier du chaos. Il y a un peu de respect, un peu de sentiment aléatoire qui se crée avec Percival, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, encore une fois, au global, je sais pas où ça va. T'as deux commandements qui reviennent sous forme de chaos et qui se font éclater. Mais au final, bah, je sais pas où ça va. Donc ça se lit bien, hein, parce que ça s'enchaîne bien. Il y a peut-être un poil trop de combat, mais ok. Mais juste où ça va. Hop, hop. Moku Shiroku no Yonchiki. Ça, c'est la carte Yon. Yonkishi d'ailleurs. Il y a actuellement 10 volumes au Japon, donc il y a cette couverture-là, cette couverture-là et cette couverture-là. Le dernier cavalier, qui sera donc sur, sur le dos du volume, et ça se fait plaisir. Diane, littéralement. Ah, des couples. Percival et la petite dame avec son petit nœud. Percival. Ah, j'ai déjà dit Percival. Tristan. Percival et Anne. Et Lancelot et elle. Qui sera sur le dos? Je crois que lui, elle et lui, ils ont déjà été. Donc ce sera elle ou elle. Sans doute elle, du coup, qui est en plus gros. Et ici, on n'a pas de visuel actuellement pour le volume. Il sort le 16 mars. C'est peut-être normal. Et Suzuki, voilà, a fait Blizzard, Axel, Congo, Bancho, Seven Deadly Sins. Et après, c'est des trucs de Seven Deadly Sins. Ouais. Ça, j'avais lu un peu, c'est bien. Je suis pas trop un grand consommateur de manga de sport. Block m'a fait mentir récemment, mais c'est en plus à la base un cadeau d'anniversaire d'un copain. Voilà, donc un manga de sport par Suzuki, peut-être parce qu'il est très efficace en soi. Et Kango Bancho, je sais pas ce que ça vaut du tout. Ça va pas mal hein, selon les notes, mais. Et c'est Seven Deadly Sins qui est très bien, et que volume 8 était quand même meilleur, de très loin, hein, quand même, par rapport à Fortnite. Je sais pas vous dire pourquoi, mais l'arc de départ, l'arc de Bast, l'arc de la capitale des morts, l'arc du tournoi, il y a eu l'arc de Gauthar aussi, évidemment, ici. Et là, c'est au tout début, quand ils arrivent dans la capitale. Ils sont à la capitale à peu près dans le même volume, hein. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a vécu tellement plus de choses, et qu'on est tellement plus accroché au personnage. Alors qu'on a 5 Sins, au lieu de 4 cavaliers. Plus des membres de l'équipe aussi, évidemment. Ok, ok. C'est pas grave. La transition, c'est comme ça qu'on fait. Évidemment, sinon les gens sont perdus. Ah, c'est tout petit l'image. Aïe, en même temps, si je fais pas ça. Alors non, c'est stupide, Lucas. Komorebi, de mon prénom officiel. J'ai lu, ah, c'est très joli, le tome 11 de Yawara, édition je ne sais plus quoi. Il me semble que c'est le premier dont on parle dans cette émission. Et ben, je vais pouvoir dire ce que je dis à chaque volume en fait. Que c'est ok, mais pour du Urasawa, on n'est pas très poussé. Parce qu'au final, tout le volume est très très prévisible, hein. Parce qu'en fait, t'as un seul tournoi pendant tout le volume, un championnat du monde, si je ne m'abuse, de judo, c'est le sujet du manga. T'as Matsuda qui peut pas venir pour une raison quelconque. Et du coup, pendant tout le volume, tu suis comment il a vraiment du mal à aller jusqu'ici. Et du coup, ça fait se poser des questions à Yaora. Et il n'y a pas Matsuda. Du coup, je joue moins bien. Et du coup, j'ai peur. Et ça fait une sorte de cercle vicieux. Et elle se demande, tiens, Matsuda, c'est pas un peu essentiel en fait? Évidemment, il va arriver pile pour la finale, comme par hasard. Ça.
Et il y a un long moment pendant lequel l'équipe nationale, enfin, l'équipe du Japon ne sait pas qui mettre en toute catégorie, vu que Yaoura est dans moins de 48 kilos et qu'elle peut pas jouer les deux dans la même journée. Sauf que ben, elle est partie avec Fujiko, son amie, grande, forte, entraînée par le grand-père. On se voit bien qui va être choisi. Voilà, donc après, finalement, bah, c'est elle qui est choisie. Et elle fait son tournoi, elle s'en sort bien, même si évidemment, il y a des ratés aussi parce qu'elle avait un peu peur. Et puis elle finit avec un bon résultat. Donc le volume se lit très bien, hein, ça marche bien, niveau suspense et tout. Mais alors, c'est tellement couru d'avance et c'est tellement la même chose, sachant qu'on est que au tome 11 sur 20, au secours, hein. Bon, alors, c'est pas trop d'intérêt, mais il y a 20 volumes. Et Urasawa. Il y a 20 volumes, et la couverture, c'est super intéressant à voir. Ah, bah, elles y sont même pas. L'édition qui m'intéresse. Du coup, ça dégage. C'est horrible ces couvertures avec des trucs réels. Ah, ça c'est mieux. Et du coup, il y a Yawara avec jolie tenue, Yawara avec jolie tenue, Yawara avec jolie tenue, Yawara jolie tenue, Yawara jolie tenue, Yawara jolie tenue, Yawara jolie tenue, et Yawara jolie tenue. Jusqu'au tome 20. Zuber. Urasawa, Urasawa. Hip hip hip, Urasawa. Qui fait évidemment un million de manga. Pineapple Army, Yawara qui est le deuxième. Quand on le revoit. Des histoires courtes, Master Keaton, Happy, Monster, 20th Century Boy, Pluto, 21st Century Boy, Man Ben, Billy Bat, euh, 20th Century Boys, le spin-off, Naoki Urasawa l'ère du temps, Master Keaton Remaster, Le jour où ça bascule, Naoki Urasawa le guide officiel, Le signe des rêves, Azadora et Hachum. Pineapple Army, j'ai pas lu, mais ça a l'air bien noté, et ça fait que 10 tomes, avec une VF avec un seul volume. Sûr, sûr, sûr. Ok. C'est que là, il n'y a pas eu de version assez récente et neuve pour être vendue. Plein d'histoires courtes qui sont bien notées dans un seul volume. Master Keaton, 12 volumes, bien noté. Ça, j'ai déjà entendu parler. Je crois que j'avais déjà commencé à lire un peu, mais je n'étais pas allé au bout. Happy, très bien noté. Autre manga de sport en 15 volumes, du coup, déjà, c'est plus court. Et ça a l'air plutôt cool aussi. Il y a des personnages qui ont l'air très réussis, apparemment, de ce que j'avais vu. Monster, il peut bien noter, 18 tomes, j'ai pas fini quand j'avais lu. 20th, très bien noté, 22 tomes, j'ai pas lu. Plutôt très bien noté, 8 tomes, je sais pas allé au bout que j'avais lu. 21st, un peu aléatoire, 2 tomes. L'artbook, hyper bien noté, un volume. Billy Bat, un peu aléatoire, mais quand même plutôt bien. 20 tomes, j'étais pas allé au bout. Le spin-off de 21st, pas du tout bien noté. Bon, c'est le volume. Pourquoi c'est aussi peu bien noté? Pourquoi aussi mal noté du coup? Même en français on pourrait dire. Bah j'en sais rien. Ok. Ça je sais pas ce que c'est. Mais c'est bien noté, en un volume. Ok. C'est un peu biographique et analytique, d'accord. Le remaster et Master Keaton en un volume. C'est bizarre ça, mais c'est bien noté. Ah, c'est une suite quoi. D'accord. Le jour où ça bascule, pas noté en un volume. Ok. Le guide officiel, bien noté, un volume. Le signe des rêves, un peu plus moyen que les autres, deux volumes. Azadora, qui est un peu moins bien que les autres et que c'est le premier que je suis, et qui est effectivement un peu aléatoire également, parce que j'ai un peu de mal à voir où ça va, et les volumes sont un peu toujours pareils, boum boum dans les oreilles. Et Hachoum, très bien noté, qui est le premier autre truc que j'ai lu et qui j'ai pas trouvé non plus très pertinent. Voilà, merci Wazo de me faire autant de choses, de me faire autant parler, pour finir que je dise absolument rien de pertinent. Et enfin, ce matin également, j'ai lu le tome 19 de Dreamland, qui porte un très joli nom. C'est pas vrai.
j'ai menti, qui termine enfin l'arc de la CLC Fest, qui a commencé au volume 10. Donc ça fait littéralement 9 volumes entiers qu'on a cet arc-là, ce qui est un peu long pour une série de 19 volumes. D'autant plus que tous n'étaient pas très pertinents, mais on a enfin terminé. Et on s'est terminé sur le combat contre Typhon, en version géante, en version anticorps et en version taille humaine. Donc ça fait qu'on suit 3 combats parallèles contre le même monstre en 3 formes différentes indépendantes. Un remporté dès le début du volume plutôt tranquillement, le géant. Un remporté par les différents rois des royaumes avec un combat, bah, je m'en fiche un peu en soi parce que c'est des passages que je connais pas trop, mais il y a des passages très cool et un sacrifice très réussi sur la fin. Donc ça, je prends. Et contre l'antivirus, on a toute l'équipe qu'on voit actuellement ici, donc nos Lucky Stars, qui ont tous les 4 un moment de gloire, qui font un combat à 4 contre 1 très badass, qui ont chacun des power-up, une réflexion sur leur personnage, une évolution par rapport à leur mensonge, à leur orgueil, à leur égoïsme. Bon, pas pour ça va, évidemment, que c'est le pire personnage du monde, mais voilà. Des power-ups qui sortent soit de nulle part, soit qui sont bien amenés. Plein de très belles choses. Et une conclusion très propre pour cet arc-là, qui va avoir beaucoup de conséquences, comme le changement de style graphique et de partie pour Dreamland. Donc, je suis très content du volume dans l'ensemble. C'est pas toujours que je suis hyper content pour Dreamland, mais quand ça marche, ça marche. Alors, est-ce qu'il fallait nécessairement avoir 8 tomes un peu plus aléatoires avant pour arriver jusque-là? Je suis pas sûr, mais je suis content de l'avoir lu. Et normalement, demain, je lis les tomes 20 et 21 si j'ai le temps. Bah, et du coup, bah, forcément, il reste que les tomes 20 et 21 et c'est tout. Bam, bam, bam. 20 et 21. D'accord, c'est les tomes 1 et 2 refait ça. Ah oui, les couvertures, ça change un peu, hein, effectivement. On est plus de style des derniers trucs. Là. Ok. Et si je me souviens bien qu'on a vu toutes les semaines récemment, c'est qu'il y a. Pas votre manga qui l'a fait? Non, bah oui, évidemment, il fait Dreamland depuis 1000 ans, alors forcément. Tome 20, avec pas mal de gens de feu. C'est stylé. Et tome 21 avec Savane et un requin. Ok, ok. Bravo. Euh... Moi? Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bravo les mangas. Maintenant, on va pouvoir passer à quelque chose où on a qu'un seul truc dont on doit parler. Bam, jeux vidéo. Même je dirais jeux vidéo et débat. Jeux vidéo et débat. Jeux vidéo et débat. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. On va faire directement la critique. Comme ça. J'ai fini Life is Strange 2 avec vous, littéralement, dans la nuit. Dans la nuit de vendredi à samedi, il me semble. Le jeu me parle plutôt pas mal, parce que c'est quand même l'histoire de deux frères. Et moi, j'aime beaucoup les histoires de frères. Je suis grand frère, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de vouloir être protecteur, de vouloir l'aider à grandir, de vouloir l'amuser, de vouloir être avec lui. Alors, moins pour le côté petit frère spécial qui a des grands pouvoirs. Enfin, mon petit frère est spécial, mais c'est pas un grand pouvoir ce qu'il a. Hop là, petite méchanceté gratuite. Euh, ok, pour ça. Ensuite, par contre, niveau gameplay, niveau load of séance, niveau échec total des autres personnages secondaires, on s'y pose bien haut, quoi. Ouais. Donc, au global, j'ai quand même préféré à Life is Strange 1. Mais bon, bah voilà, c'est pas non plus une grande réussite. Et j'ai pas très envie d'acheter le 3. Là, c'est parce que j'avais acheté les deux pour mon anniversaire d'un coup. Et qu'il fallait bien que je le fasse un jour. Mais voilà, c'est tout. D'autant plus que, ben voilà, il y a Brody en réussite dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, il y a
Cat Spirit, mais c'est juste parce qu'il a eu son jeu avant, que c'est bien aidé, sinon bof. Dans le chapitre 3, il y a quand même un petit passage avec Finn ou Cassidy qui peut être cool. Dans le chapitre 4, j'aime beaucoup ce qui se passe dans l'église et comment on récupère enfin le frère. Et dans le chapitre 5, toute la partie où on s'enfuit est très réussie, la partie où on peut se rafistoler avec sa mère, c'est très réussi. Et puis la relation de frère, je vous maintiens, hein. Chapitre 1 et 2 très cool ensemble, chapitre 3 et 4 plus difficile puis inexistant, avec la réparation juste à la fin, et chapitre 5 où on est collé quoi. Et ma fin me convient bien. On est à la recherche de notre liberté, quelque chose qu'on a appris qui était important auprès de notre mère, et qu'on cherche depuis presque le début, et on est toujours ensemble. Donc les deux me vont. Voilà, c'est déjà fait. Hop là, parfait. Oh là là, on va tellement vite, il reste plus que 5 films et une série. Trop rapide. Trop rapide, taxi. Allez, c'est hilarant. Putain, le film South Park est sorti en 99. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de South Park, celui-là, il est malade ou quoi? J'ai fini, pas plus tard que il y a 5 heures, la saison 25 de South Park. Celle-ci ne comporte que 6 épisodes et 2 téléfilms de 40 minutes. 50. Donc ce qui fait que ça fait 2 ou 3 saisons d'affilée qui sont plutôt courtes. Mais là, il y a un bon compromis. Un autre épisode pas immense, donc on peut se concentrer bien sur ce qu'on raconte. Des épisodes qui ne se suivent pas vraiment pendant la saison, donc les 6 épisodes. Et un gros double épisode de donc presque 2 heures, qui se tient avec un scénario entier, qui se suit. C'est un bon compromis des saisons scénarisées et des saisons pas scénarisées. Et c'est ce qu'il y avait dans la saison d'avant. Tu avais 2 épisodes, je crois, normaux, parce qu'il y avait une petite saison, et 2 épisodes qui se suivaient avec une belle histoire sur le Covid et le post-Covid et le voyage dans le temps et tout ça qui était trop bien. Et en plus, il y avait très bonne chose dans cette saison sur le personnage de Tolkien. Je ne dirai pas plus sur les blagues et sur le fait que ça fait réfléchir à tout ce qu'il y a eu depuis le début de la série. J'aime beaucoup. Sur la mère de Cartman, qui est un peu plus autoritaire et un peu plus indépendante, parce que bah il y a un moment où elle s'est rendue compte que ça allait pas très bien avec son fils. Un truc très drôle sur les adolescents, j'aime beaucoup cet épisode. Enfin, des trucs intéressants avec la beauté gritée et avec le personnage de Randy. Quel plaisir, tout ce qui est enfin fait avec lui dans cette saison-là. En même temps, son arc actuel a commencé à l'épisode 4 de la saison 22. Donc on dirait que ça fait quelques temps qu'on était un peu coincé et quand on en boucle sur ce personnage. Alors, avant ça pouvait être le cas, hein, mais ça vaut le coup de rechanger à nouveau. Parce que cette saison, elle déconne pas, tu vois, quand ça parle de changer les choses et de un peu changer les répétitions. Et c'est important, je pense, pour les séries d'humour de se renouveler un peu. Donc je le prends volontiers. En plus, il y a des rappels à des saisons précédentes avec l'homme bon sport. T'as un méchant très caricatural dans les téléfilms et ça marche beaucoup. Avec un esprit enquête, avec beaucoup de surprises dedans. Parfait le double épisode. T'as Cartman avec des énormes nibards. Qui ne voulait pas voir ça, quoi. Bref, saison très réussie. J'ai pas rigolé. J'ai rigolé une fois, je crois, sur toute la longueur. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qui se passe. Bravo, South Park. South Park. Hop, 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 hop. Il reste donc 5 critiques à faire et c'est plutôt rigolo. Qu'il en reste 5, vu qu'il y a littéralement un des 5 films qui s'appelle 5. C'est hilarant, non? Si vous trouvez ça pas ça drôle, en fait, qu'est-ce qui est drôle, quoi? Alors, je fonctionne comme d'habitude, je vais sur les dernières sorties de Canal+, je regarde qu'est-ce qui est noté plus de 3 étoiles, et dès que c'est noté plus de 3 étoiles sur l'application Letterboxd, je regarde le film. Peu importe ce que c'est, peu importe de quoi ça parle, peu importe d'où ça vient, je regarde. Du coup, j'ai commencé la semaine en regardant Les Mignons 2, il était une fois Gru, sorti le 6 juillet 2022 en salle, 1h28, animation, action, comédie, famille. Oh putain.
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru, qui a grandi en banlieue au milieu des jeans à pattes d'éléphant et de chevelures en fleurs, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious Six, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les mignons, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l'aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto, un nouveau mignon arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire, ils vont déployer ensemble des trésors d'ingéniosité afin de construire leur premier repère, expérimenter leurs premières armes et lancer leur première mission. Lorsque les Vicious Six limogent leur chef légendaire Wild Knuckles, Gru passe sous l'audition pour intégrer l'équipe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entrevue tourne mal. Et soudain, court quand Gru leur démontre sa supériorité et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint de s'enfuir, il n'aura d'autre choix que de se tourner vers Wild Knuckles lui-même afin de trouver une solution. Rencontre qui lui permettra de découvrir que même les super méchants ont parfois besoin d'amis. Réalisé par Kyle Balda, bien sûr, qui a réalisé Orientation Day, Home Makeover, Banana, Le Lorax, Les Mignons, Momoche et Méchant, Wagon O, Sérénade, Force of Nature et Les Mignons 3, 2. J'ai vu Le Lorax que je vais trouver plutôt rigolo et bien trouvé. J'ai pas vu Les Mignons. J'ai vu Momoche et Méchant 3 que j'ai trouvé très limite et pas forcément super. Et là j'ai vu, hop, c'est pas non plus folichon, mais ça marche. Ensuite, c'était pas sur Canal+, parce qu'il y avait pas de film qui était sorti entre le film précédent et le jour où je vais regarder celui-là. Du coup, je suis allé sur Netflix, j'ai vu qu'il y avait un film par Igor Gottesman qui était disponible. Celui qui a fait Family Business, une excellente série humoristique sur la famille de Jonathan Cohen qui vend de la drogue. Et c'était hilarant. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir mater ça. Du coup, voici Five, sorti le 30 mars 2016 en salle, 1h42, comédie. Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation. Lorsque l'occasion d'éménager ensemble se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée n'hésitent pas une seule seconde. Surtout quand Samuel se propose de payer la moitié du loyer. À peine installé, Samuel se retrouve sur la paille, mais décide de ne rien dire aux autres et d'assumer cette part en se mettant à vendre de l'herbe. Mais n'est pas dealer qui veut, et quand tout dégénère, Samuel n'a d'autre choix que de se tourner vers la seule famille qui lui reste, ses amis. Hop, par Igor Gottesman, qui a été réalisateur pour Think, le court-métrage, Five, le court-métrage, Crocodile et un vidéoclip, qui a juste fait Five, en tout pour les films, puis Family Business, qui est une vraie réussite de série. Et ce que j'ai déjà très aimé sur le film, c'est totalement de pouvoir apprécier les motifs de Gottesman. Parce que dans les deux seules œuvres qu'il a réellement fait, t'as la vente de drogue, t'as le côté famille, enfin le faire en famille, t'as euh, le personnage principal qui est extrêmement gentil pour sa famille, mais qui le fait extrêmement mal parce qu'il est extrêmement insupportable. Il accepte absolument rien de ses potes et je sais pas, il est pas intéressant à suivre, je trouve. Parce que finalement, bah, quand il change d'un camp à l'autre, bah, c'est un peu rapide. Et donc, mais il est pas très agréable. Alors que le reste de l'équipe marche très bien, tu vois. Que ce soit bah, pour leurs erreurs, pour leurs petits moments mignons. Combien, bon, du coup, ils sont pas non plus aussi utiles, hein. Personnage de Vadim. Ensuite, sur Canal Plus à nouveau, j'ai regardé The Cursed, le film. Pourquoi ce titre, je sais pas. Sorti le 13 juillet 2022 en DVD, 1h50, épouvante horreur, thriller. Thriller. Suite à une série de meurtres étranges, une journaliste spécialisée dans le paranormal, Im Jin-hee, est appelée en renfort pour mener l'enquête. Alors que la théorie d'un tueur en série semblait la plus plausible, plusieurs corps se mettent à si mystérieusement disparaître. Une course contre la montre s'engage pour la journaliste, car les morts se réveillent. Je crois que c'est ça. Ah, y a pas de Kim Yong-wan. Ok, eh bien, très bien. Je suis mitigé. Les thrillers ou films policiers, un personnage qui a un motif, et c'est lui. Mais voilà, il y a quand même des personnages plutôt réussis. Et pas tant bon. Allez, déjà plus que deux, ça allait vite les critiques. En même temps,
L'art est difficile, mais la critique est facile, hein, comme on dit, chez les jeunes. Bien. J'ai regardé Ocean's 12. C'est rigolo, j'ai regardé le 11 la semaine dernière, et je pense que je vais regarder le 13 la semaine prochaine. Sorti le 15 décembre 2004 en salle, 2h05, comédie, policier, thriller. 3 ans ont passé depuis le braquage historique du casino Bellagio de Las Vegas. Depuis, Danny Ocean et ses associés sont dispersés dans la nature avec l'intention de mener une licence honnête. Remarié à Tess, ce dernier joue profil bas, jusqu'au jour où l'un de ses anciens complices le balance à Terry Benedict. Le propriétaire de Bellagio n'y va pas par quatre chemins, la bande doit, sous peine de mort, lui restituer le magot. Et ce n'est qu'un début, car quelqu'un d'autre s'intéresse au très près aux agissements passés et présents de la bande des 11. Steven Soderbergh, qui a fait les films, clairement. Ah ouais, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Euh, Sexe, mensonge et vidéo, Kafka, King of the Hill, A fleur de peau, Schizopolis, Hors d'atteinte, L'Anglais, Erin Brockovich, Le seul contre tous, Trafic, Ocean's 11, Full Frontal, Solaris, Eros, Ocean's 12, Bubbles, Good German, Ocean 13, si, partie 1 et 2, Girlfriend Experience, The Informant, Contagion, Piégé, Magic Mike, Effet secondaire, Ma vie avec les Berras, Logan Lucky, Paranoia, High Flying Bird, The Land Romat, La Grande Traversée, No Sudden Move, Kimi et Magic Mike. Encore? Waouh, 11 ans après. J'ai l'impression de l'avoir vu dans le film, mais peut-être pas. Peut-être il fait un rôle secondaire, je sais plus. Je sais plus. Et ben, on reprend tout ce qui a fait le succès du premier, et on refait pareil. Du coup, ça fait que bah, j'ai pas aimé de la même façon, parce que je trouve que ça a bien vieilli. Enfin, ça a plutôt mal vieilli, mais dans le sens, ça a beaucoup vieilli, quoi. Parce que je trouve pas ça que ce soit particulièrement bien filmé, je trouve pas ça que ce soit particulièrement bien rythmé. Bon, c'est parce que forcément le rythme, il y a 20 ans, ça peut être le même que maintenant, hein. Mais surtout, c'est les personnages que je trouve inintéressants au possible. Toute la bande des 11, j'en ai pas grand chose à faire. Le méchant, j'en ai pas grand chose à faire. Heureusement, il y a un nouveau personnage joué par Vincent Cassel, ça j'aime bien. Sauf que ben, il sert à rien. Il fait. Il arrive, il fait un concours avec notre bande, en mode, hey, je suis le meilleur voleur, je vole plus vite que vous. Il laisse notre bande voler un truc, sauf que en fait, eh ben, la bande rate. Et lui, il est à la fin, eh oui, mais de toute façon, ça va rien en plus que. Déjà, vous avez raté, en plus, je vais déjà volé avant, MDR. Et après, t'as les gentils, ils font, bah oui, mais on avait encore volé avant. T'es en mode, quoi? Attends. Donc, vous avez volé avant. Lui n'a pas vu qu'il a volé un faux. Vous avez continué à faire votre plan, à vous faire choper, juste pour qu'il croit qu'il a gagné, alors que pas du tout. Genre, pourquoi? Vous pouvez pas, genre, ne pas vous faire choper et juste, ben, l'avoir? Parce que vous l'avez eu déjà de base. Je pense que le retour en situation était fort pour lui, hein. Ça suffisait. Et c'était pas la peine de le faire retour en situation pour nous. Tu vois? Je comprends pas. Parce qu'en plus, ben, lui, ce personnage-là, il apparaît pas du film. Le personnage de vieux quitte la bande au début parce qu'il en a marre et revient comme ça. T'as lui qui essaie de prendre de l'indépendance d'être utile, sauf qu'il est nul. Donc je comprends pas où ça veut nous mener. Il y a plein de fausses pistes et de trucs ratés, mais c'est même pas pour nous. Enfin, je comprends pas. Parce que c'est pas sur les autres personnages, parce que ben, du coup, ça avait aucun sens par rapport aux méchants, joués par Cassel. Pour les personnages en eux-mêmes, ils évoluent de manière très aléatoire. J'aime pas du tout. Alors, au moins, au niveau des personnages féminins, Julia Roberts n'est pas qu'un personnage de type trophée, mais un vrai personnage. Elle participe un peu vite fait au casse. Le faux casse, celui qui sert à rien et qui marche pas à la fin. Il y a un jeu sur le fait que ben, elle fait croire aux gens qu'elle ressemble à Julia Roberts, alors que pas du tout, tu vois, parce que bah, c'est Julia Roberts, donc est-ce que vous avez déjà vu une photo de Julia Roberts et de Julia Roberts à côté et vous vous avez dit que ça ressemblait? Non, tu vois. Plus ça fait intervenir Bruce Willis, c'est plutôt cool, surtout bah, vu son état actuel. Ça, c'est ok. Mais sinon, le reste, je vais aller me lire des critiques, je pense, pour essayer de comprendre si j'ai raté un truc, mais je crois pas, hein. Je suis tellement intelligent, je pense pas rater des trucs, tu vois. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Ok, bah ça a l'air d'avoir quand même moins plu que le premier. Et donc on va finir sur la dernière critique. La dernière critique que j'ai vue ce matin même comme film. Alors que je fais la moitié de je me crée la moitié de mon boulot, littéralement dans la journée même du live. Avec Asbestas, qui était sur Canal+. Et oui, encore un film avec Marina Foïs. Encore que j'en parle de Marina Foïs presque toutes les semaines. Donc, est-ce que vous voulez de cette information, hein. 2h17, thriller drame. Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout, devait- Tout devrait être idyllique, mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu'à l'irréparable. Réalisé par Rodrigo Sorogoyen, qui a donc fait Stockholm, Que Dios nos perdone, Reino, Madre et Asbestas. Alors, des fois c'est un peu sombre, mais le film est plutôt très joli, visuellement. Le film, pendant 1h30-40, fonctionne beaucoup sur la tension, les regards, le conflit entre voisins. Parce que dès le début, on apprend que notre petit couple et leurs voisins ne sont pas forcément au top du top. Parce que, ben, déjà, ils sont vus comme des étrangers sur ces terres. Puis, en plus, ils ont refusé, littéralement, un projet qui était bon pour la zone. Donc rien ne va, et plus ils essayent de régler les choses, de parler pour libérer tout ça, plus ça s'envenime et plus ça part en kikéhuit. Et donc ouais, il y a beaucoup de tensions, hein, dès qu'ils se voient, dès qu'ils se rapprochent, quand on apprend les différents pièges qui se tendent l'un à l'autre. Et il y a une belle partie où on se demande où ça va aller et vers quoi ça va nous mener. Et justement, au bout de 1h40 en gros, on voit où ça mène. On fait ah ouais, ah, on retient notre souffle comme un des personnages. Enfin, c'est vraiment une blague horrible, parce que c'est un personnage qui meurt étranglé. Et justement, bah, la fin du film est sur le deuil, l'hésitation entre le fait d'avoir sa propre liberté ici, parce qu'en fait, il y a un personnage qui cherche la liberté depuis le début, qui l'a jamais forcément eu avec l'État d'avant le film, et qui là peut enfin s'en libérer un peu, mais en même temps, ce serait un aveu d'échec, ça serait donner raison à des meurtriers hyper méchants qui sont juste hyper méchants avec des étrangers. Donc c'est un peu compliqué, tu vois, de partir. Puis bah, ça ferait briser un rêve, ça ferait que quelqu'un serait mort pour rien, donc il y a beaucoup d'hésitation. Mais ça finit surtout bah, par du blabla un peu dommageable vu l'état et la réussite du film. Parce que attention, on disparaît clairement dans la fin. Juste, ben voilà, t'as un peu de détresse morale pour pas d'un proche, qui passe surtout bah, par une hésitation de son sacrifice et de l'utilité de celle-ci. Voilà, on pourra passer en mode react. React. We act. As a crew, we act. Hop, du coup, je mets mon petit chapeau. Mais c'est pas un chapeau. Oui. Nintendo, Mario King. Ok, là, y a rien. Et ici, film actu avec 2L, bien sûr. Hop. Il y a eu pas mal de choses qui m'intéressent dans la semaine, qui sont sorties. Waouh, là, attends, ça remonte à loin. Euh, on va y arriver à trouver un truc. Ah, 8 jours, 7 jours. Ah, un mini bout de publicité Mario, on s'en fiche.
Une bonne annonce de The Flash, on prend. Alors, ça a l'air mieux que Doctor Strange 2 et Spider-Man 3 de Marvel réunis, mais ça a quand même pas l'air bien. Alors, le petit tag pour deux films pourris du MCU. Et ensuite, ça a l'air de jouer un peu mieux les cartes du multivers que Doctor Strange, puisqu'il y a littéralement un duo formé deux fois par le même personnage. Ce qui est une facilité très simple pour créer du dialogue, parce que si notre personnage principal doit rester tout seul au début, ça va être long, donc autant lui mettre lui-même en duo pour qu'il parle. C'est quand même plus simple de raconter que de montrer, même s'il faut pas le faire. Ça. Ça va jouer la carte des anciens acteurs qui reviennent pour jouer leur même rôle. Donc on a Michael Keaton qui revient pour jouer Batman. Je vois pas à qui ça peut faire plus plaisir que Andrew Garfield et surtout Tobey Maguire. Mais ok. Et sauf qu'il a l'air d'être utile le personnage. Voilà. Mais ça a l'air de jouer quand même un peu avec le fait de faire des réalités parallèles, d'avoir un Barton parallèle, d'avoir un Superman parallèle, un Batman parallèle du coup qui est un Batman qu'on connaît. Pourquoi pas? Mais bon, il y a Ezra Miller quoi dans le film, donc on peut éviter de regarder. Hop, on parlait du MCU. Donc voici un. Il n'y a pas de VF, il y a une VF. Hop, on y reviendra après. Fast and Furious, on s'en fout. Indiana Jones, nouvelle bande-annonce de 1 seconde, on s'en fout. The Flash, le trailer, on vient de le voir. Creed 3, la saga m'intéresse pas. Transformers non plus. Super Bowl, ça déjà. Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait plein d'annonces. R, on l'a vu la semaine dernière. Guardians of the Galaxy 3 en VF, voilà. Je vous la fais courte. Je m'appelle Star-Lord. Oui, ça je sais. J'ai fondé les Gardiens. J'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. MDR. Puis elle est revenue. Sauf qu'elle est devenue tarée. Comment oses-tu? Tu as oublié quelques infos importantes, mais tu as résumé l'essentiel. Allez. Ma mission sacrée, Qu'est-ce qu'il fait là, lui? c'est de créer la société parfaite. Oh, le petit raton Je laveur. crois qu'il aimait la perfection. C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. Ça, j'aime bien, visuellement. Je veux que vous sachiez tous que je suis honoré de me battre aux côtés de mes amis. Incinérez-les. On a toujours été en quête d'une famille, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts pour une dernière virée? Ça a de reprendre une scène du 1, mais d'être très joli visuellement aussi. Nous nous envolerons tous ensemble, à travers l'infinité de ce merveilleux ciel. Je sais pas trop de qui t'étais amoureux, mais ça ressemble plus à elle. Quoi? Laissez-moi en dehors de vos histoires. N'importe quoi. Même pas en rêve. Quoi? J'avais jamais remarqué que t'avais de beaux yeux noirs. Ils ont été remplacés par mon père quand il me torturait. Eh ben, je trouve qu'il les a bien choisis. Alors, bizarrement, c'est le premier film du MCU que j'ai pas souhaité aller voir au cinéma depuis belle lurette. Le précédent étant donc Endogaimu, on dit en japonais. Donc c'est déjà plutôt bon signe. Non, mais les trucs visuels qui me plaisent bien. Les costumes de couleur sur la petite palette là qui volent, ça j'aime bien. Le fait que la prison dans laquelle ils sont est toute blanche et qu'ils ont mis plein de petits trucs de couleur, j'aime bien. Voilà.
Peut-être que le film va être un poil trop chargé, parce qu'il faut dire adieu à la plupart des gardiens, parce que c'est le dernier film gardien normalement. Sans doute leur faire vivre des épreuves un peu dures pour la fin, notamment entre Drax et Mantis, j'ai l'impression. Qui a l'air plutôt mignon, hein, ils ont une scène qui pleure. C'est peut-être pas lié du tout les deux, hein, mais c'est comme ça qu'ils l'ont monté dans la bande-annonce. Sarah qui crie, le passé de Ratchet, de Rocket, Adam Warlock, un mec mystérieux qui a été méchant avec Rocket, reconquérir Gamora. Et tu vois, il y en a des choses à faire. Et pour une fois, bah, c'est intéressant pour les personnages eux-mêmes, contrairement aux autres films du MCU qui sont intéressants bah, pour les autres films du MCU, parce que c'était des épisodes de série. Alors que là, bah, c'est un truc à part, donc déjà ça m'intéresse plus. Ensuite, Indiana Jones, 50 secondes, on s'en fiche. Tout petit mariage, bof. Ted Lasso, la reine Charlotte, Ted Nickel, Love Again, les trois mousquetaires, Extrapolation, You, la petite sirène. C'est un teaser, moi je voudrais bien une bonne annonce. Ça m'intéresse un peu, parce qu'il y a le mec, Je m'appelle Nassim. le louche, bien J'ai sûr. 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille inconditionnellement. Je l'ai vu récemment dans un film français, lui, ça me J'ai perturbe. pas envie de le croiser par hasard. Enfin, Après, d'abord pour être sûr de ah, le croiser par hasard. et Adèle Aussi dans le et film Gilles Lelouch aussi, dans lequel mais je travaillais il y a 5 ans. là, il a Becty aussi Ça peut d'ailleurs. vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume. Nous sors pas tes excuses débiles, là. Tu le prépares pas en fait. Moi, tu me prépares. Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, bah, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. Et oui. On dirait ce que j'ai dit en live la dernière fois, là. Que j'étais le grand frère d'un petit frère. Ça m'intéresse un peu, ça a l'air touchant ça. Le 29 mars, allez, je me le note. Je verrai toujours vos visages. 29 mars. Toute la journée. Et c'est quel jour il y a dans la galaxie? Moi, je sais pas écrire. Ah, c'est écrit comme ça. Ouais, fort. Gardien de la galaxie 3. J'ai mal aux yeux. Le 3 mai, bien sûr. Ça m'en fait en soi des films à aller voir avec tout ce que je note. Est-ce que après je vais tout voir? Non, parce que j'ai tellement encore rien vu au cinéma, si ce n'est le chapeauté cette année, mais. Brigade de Shandong, John Wick 4, Daisy Jones and the Six, L'éléphant du magicien, The Mandalorian saison 3, j'aurais pas du tout regardé donc OSEF. Tetris, je vois pas du tout de quoi ça va parler. À part ça parle du jeu, mais c'est bizarre. Mais il y a Taron Egerton. Ah, c'est sur Apple TV. Jamais rien vu d'aussi beau. C'est sur Apple TV. J'ai joué à Tetris pendant à peine 5 minutes. Mais écoute, Tetris, Guerre froide et Dans mes rêves, Taron Egerton, donc cool, mais c'est sur Apple TV. l'art et les maths collaborant dans une bouleversante harmonie. C'est le jeu parfait. Ok. On va mettre sur Phaser, on fiche. The Nocebo Effect de Eva Green, ok. Il y a Joko Enine dans LoL qui ressort. J'ai pas du tout regardé la série, j'ai toujours pas Amazon Prime, mais juste c'est Joko Enine en somme. LOL saison 3, ça commence maintenant. Évidemment, interdiction de rire. Carton jaune. Mais obligation
de tout faire pour faire rire les autres. Rendez-vous en finale et rendez-vous en terrain inconnu. Oh putain, je l'avais aussi. C'est une descente de police. On est en train de perdre Virginie là. Bonne chance à tous. Ah, Pouvoir rire, pour moi, j'aime plutôt bien les invités qu'il y a cette année. Cette saison. J'aime pas trop l'idée de parler de moi. En tant que. J'aime pas le mot non plus. Managers. C'est gonflé comme un oiseau. La stratégie, c'est qu'il fallait que je rentre dans un personnage. Le peigne, il est hilarant. Tout est gênant, j'ai envie de mourir de rire. Ça peut craquer très très fort sur un regard, une connerie. Bueno, Kiriko, Kelly, Indo. Paris Latino. Cette saison va être complètement folle. Franchement, j'en pouvais plus. Effectivement. Effectivement, je suis pas du tout intéressé par ce qu'il y a eu juste avant. Si ce n'est le défilé d'animaux de Gérard Darmon, évidemment. Mais là, ça peut peut-être me plaire. J'aime beaucoup le casting. Mais bon, bah, j'ai pas Amazon Prime. Tant pis. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à react sur la page d'accueil? Normalement, non. Il y a rien, ok. Et sur les tendances, ça doit y avoir encore moins de choses, évidemment. Ah si, ça n'a rien à voir, mais j'ai fort envie de regarder ça. Ok, et... euh, Ça, évidemment. Mais ouais, Oli pose mieux, Oli est vachement plus agressif et réussit dans ses attaques. Que demander de plus? Voilà pour la partie React. Mini pause, YouTube à demain. On se retrouve d'ici 5 minutes grand max sur Wario Master of Disguise, la deuxième fois qu'on y joue. Et voilà, à toutes!